Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 24 octobre, c'est la journée mondiale du patrimoine audiovisuel de l'UNESCO. À cette occasion, Télé Betsom a installé un studio de radio éphémère chez son partenaire, les archives municipales de la ville d'Abbeville. Nous sommes avec Éric Beriahi, le directeur des archives municipales, Mathilde Couturier, chargée de collecte et valorisation à Archipop, et Laurent Lapeau, le directeur de Télé Betsom. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors Éric, pour commencer, en quoi consiste cette journée mondiale du patrimoine audiovisuel de l'UNESCO ? Alors cette journée mondiale vient reconnaître et faire prendre conscience à l'ensemble des citoyens et des institutions de la nécessité de sauvegarder et de valoriser le patrimoine audiovisuel. Cette journée mondiale a donc été mise en place sous le haut patronage de l'UNESCO lors d'un congrès international dans les années 80 qui vient reconnaître cette nécessité de sauvegarder et de valoriser. Et puis, à partir des années 2005, a été instituée cette journée réellement mondiale où chaque institution met en place un événement qui vient reconnaître cette nécessité de sauvegarder ce patrimoine audiovisuel et de le valoriser. Pourquoi est-ce que vous direz justement que c'est nécessaire de conserver ces archives audiovisuelles ? Alors, pourquoi il est important de s'occuper de ce patrimoine audiovisuel ? Il faut se rappeler de quoi il est constitué. Donc il est constitué d'images fixes, photographies, mais également d'images animées avec des enregistrements audiovisuels, des films avec différents formats, et ça prend également en compte les enregistrements sonores. Et de par leur constitution chimique, ces supports sont de nature à se dégrader dans le temps, tant sur le support physique que le contenu de l'information. Et donc aujourd'hui, il est urgent et important non seulement de collecter cette mémoire collective, cette mémoire individuelle, mais également de les numériser pour avoir des supports de substitution, pour pouvoir préserver l'information et au maximum garder les supports d'origine. Et justement, vous, comment faites-vous pour collecter toutes ces archives ? Alors, justement, pour collecter ces archives audiovisuelles, on a mis en place une politique de collecte d'archives publiques et d'archives privées. D'abord de photographies, ça fait maintenant plusieurs années, et les institutions telles que les archives municipales, départementales, nationales ou d'autres institutions nationales font ce travail-là. Et pour les archives audiovisuelles, on s'est associé avec notre partenaire, l'association Archipop, dont c'est la mission principale. Justement, Mathilde Couturier, est-ce que vous pouvez nous présenter vos missions en tant que chargée de collecte et valorisation à Archipop ? Alors, tout d'abord, pour faire un petit point sur l'association. Donc, l'association existe depuis 2003 et donc on a pour mission de collecter, sauvegarder et puis valoriser les archives amateurs, privées, qui ont été filmées dans les Hauts-de-France, donc sur toute la partie du 19e, des années 20 aux années 2000. Et donc, dans cette association, mon rôle, c'est du coup de collecter et de valoriser les archives. Donc, le début du processus, c'est-à-dire que je travaille avec les collectivités, les services d'archives, comme ici à Abbeville, et ensuite on met en place une communication pour débuter la collecte des archives. Ça passe souvent par des articles de presse. Et ensuite, je me déplace chez les gens directement pour prendre le temps. Ça prend 1 heure, 2 heures pour collecter les archives et puis leurs témoignages. Ensuite, je les ramène à Beauvais dans nos locaux. Et à ce moment-là, ça suit le processus de visionnage, de numérisation et puis de valorisation. Et donc, on arrive à la valorisation. Et à ce moment-là, on propose des projections à partir des archives, mis en musique, des ciné-concerts, des ateliers scolaires, etc. Et pour compléter simplement la partie importance de sauvegarder en fait ces archives et puis l'urgence, alors à la fois il y a une disparition puisque les gens, c'est pas forcément transmis en fait de génération en génération, donc ça fait mal au cœur, mais il y a des archives qui disparaissent, qui vont à la poubelle malheureusement, ou qui sont mal conservées, donc il y a cet aspect d'abandon du support et cet aspect aussi de détérioration. Parce que des films, notamment sonores, peuvent être atteints par exemple du syndrome du vinaigre, et à ce moment-là, c'est irréversible, c'est une bactérie qui attaque le film directement. Donc voilà, il y a plusieurs aspects qui fait que c'est en danger et qu'il y a une urgence de collecter et numériser ces supports-là. Vous disiez, vous allez chez les gens, est-ce que les gens donnent leurs archives sans souci, ou est-ce que des fois il y a des petites craintes, il faut chercher, il faut creuser ? Généralement, la première envie, c'est de sauvegarder ces supports pour les transmettre à leur famille, justement. Il y a ce plaisir de redécouvrir les archives, que la plupart du temps, en fait, les personnes n'ont plus de quoi les visionner, les anciennes visionneuses, que ce soit magnétique ou argentique d'ailleurs. Et donc, nous, on offre cette possibilité de les revoir. Et il y a aussi l'aspect important, parce que pour donner une estimation de la numérisation, c'est 6,50 la minute.
Donc c'est très très cher de faire ça. Et donc grâce à ces partenariats-là, justement, on peut proposer cette numérisation gratuite des supports sélectionnés qui ont un intérêt patrimonial. Généralement, les gens qui déposent sous-estiment l'intérêt patrimonial des films, justement, parce que ça va jusqu'aux vêtements, etc. Il y a tous les aspects qui sont vraiment importants. Pourquoi est-ce qu'elles sont utiles aussi, ces archives privées ? C'est utile parce qu'en fait, c'est un nouveau regard. On dit tout le temps, c'est la petite histoire qui rentre dans la grande. Et ça offre vraiment ce regard-là populaire des Hauts-de-France qui est hyper important en fait, à sauvegarder et à montrer, à partager. Vous évoquiez tout à l'heure votre partenariat. Comment vous travaillez ensemble entre les archives municipales et Archipop ? Comment ça se passe ? On fait plein d'événements de valorisation ensemble. Oui, exactement. Alors peut-être pour replacer un peu le cadre général de notre partenariat, cela fait maintenant 6 ou 7 ans que nous travaillons ensemble. Je connaissais l'association de par son travail et j'ai souhaité mettre en place sur notre territoire à Billois, mais également en s'associant avec le PNR, donc le Parc naturel régional Baie-de-Somme-Picardie-Maritime, qui est notre partenaire, et cette convention, elle est tripartite. Le PNR, la ville d'Abbeville et l'association Archipop ont convenu sur ce territoire de la Picardie-Maritime de collecter, de mettre en place un programme annuel de collecte des films amateurs. On a défini également des thématiques pour essayer de cibler un peu plus ce qui allait nous intéresser et également orienter la communication vers les différents publics, au plus près des habitants. Et donc, partant de là, on définit un accord financier qui va nous permettre aussi de définir un nombre de documents qui seront numérisés, qui seront visionnés. Il y a tout un travail d'indexation également pour pouvoir retrouver précisément la seconde, la minute qui va nous intéresser. Et puis après, il y a tout un travail de valorisation. Alors ça prend des formes totalement multiples, comme l'évoquait Mathilde tout à l'heure. C'est des projections à fréquence régulière sur Abbeville ou sur le territoire de la Picardie-Maritime pour pouvoir restituer également à la population et aux déposants eux-mêmes ce qui constitue ce patrimoine audiovisuel. Et donc là, on peut travailler sur l'histoire, sur la sociologie, sur les activités industrielles, les activités économiques, commerciales, la vie tant à la ville qu'à la campagne ou sur le front de mer. Et donc on a des points de vue sociologiques, ethnographiques qui sont totalement nombreux. Et puis on a défini également dans notre stratégie les supports, parce que c'était également cette question primordiale qui nous intéressait. C'était d'abord de se focaliser sur les supports les plus anciens qui étaient le plus susceptibles de disparaître. Voilà un petit peu comment on a orienté, cadré ce programme de collecte, de sauvegarde à l'échelle de notre territoire. Concrètement, voilà, quelles archives audiovisuelles sont susceptibles d'intéresser les archives municipales et Archipop ? Est-ce que c'est géographique ou est-ce que vous prenez tout ? Ça concerne effectivement en priorité, donc dans le cadre du partenariat, le PNR à Abbeville, bien sûr la Somme, et plus largement les Hauts-de-France, parce qu'on est en partenariat avec d'autres collectivités. Et donc en fait, du moment où on collecte une collection, il y a forcément plusieurs localisations dedans aussi. On ne peut pas vraiment cibler précisément des choses. Par exemple, on a plein de films sur le Touquet, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup, parce que les gens partaient en vacances tout simplement. Donc, ça, c'est ce qui intéresse le cadre de l'association Archipop sur la préservation à l'échelle de la région des Hauts-de-France. Un point quand même particulier dans le cadre de notre convention, puisque on rappelait tout à l'heure le coût de numérisation de 6,50 € de la minute. Lorsque nos collectivités, que ce soit le PNR ou la ville d'Abbeville, délibèrent sur un partenariat financier, nous nous concentrons sur les films qui concernent notre territoire. Voilà. Qu'un déposant vienne avec des films qui concernent notre territoire ou que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui nous propose des films sur l'Abbvillois et la Picardie-Maritime, ces films-là seront éligibles à la numérisation dans le cadre du partenariat. Et ce qui est important aussi à souligner, c'est que, évidemment, les 3 entités peuvent réutiliser également les films à des fins de valorisation. L'objectif de la numérisation, c'est bien de la préserver, de préserver l'information, mais son corollaire, c'est vraiment la diffusion et la valorisation. Sinon, il n'y a
Il n'y a pas d'intérêt à numériser quelque chose qui sera vu par personne. Donc voilà vraiment les deux enjeux qui conduisent aujourd'hui nos politiques publiques. La préservation et la valorisation auprès de l'ensemble des citoyens. Et est-ce que voilà, à partir d'une certaine année, on considère qu'un document audiovisuel est une archive ? Ou est-ce que c'est voilà. Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante. Effectivement, ça nous renvoie à la définition de ce qu'est un document audiovisuel et ce qu'est une archive. Alors si on prend le Code du patrimoine et la loi sur les archives, en fait, un document d'archive est archive tout document, document y compris les données aujourd'hui, les données numériques, quelle que soit sa forme, sa date et son lieu de conservation. Et est archive tout document produit ou reçu par un organisme public ou privé. Ce qui veut dire que tous les documents produits par une administration, un service public, que ce soit du papier, que ce soit une photo, un document numérique, est un document d'archive. Et de ce fait, les documents audiovisuels rentrent dans ce corpus d'archives et d'archives audiovisuelles. Même si, on en convient, les documents audiovisuels ont été considérés beaucoup plus tardivement que le papier. On commence tout juste vraiment à s'y intéresser en fait. Oui, c'est quelque chose d'assez récent. Comment on peut expliquer d'ailleurs ce phénomène Il y avait déjà le retour aussi, un peu la mode du retour de l'argentique, photo argentique, et donc il y a aussi cet intérêt-là au niveau des films qui est revenu, parce que c'est aussi quelque chose qui est plus dur à voir dans un premier coup d'œil. Qu'un document, par exemple papier, c'est plus simple d'en saisir l'importance ou la teneur et son contenu, alors qu'un film, c'est un peu plus caché, on va dire. Et puis, en France, en fait, on a aussi... on avance à deux vitesses. Donc, on a des institutions nationales, comme l'Institut national de l'audiovisuel, qui est, dans le cadre de sa mission de service public, de collecter et de gérer toute cette production audiovisuelle, mais qui se concentre sur les captations audiovisuelles et puis également, aujourd'hui, les sites Internet. À côté de cela, on a le Centre national du cinéma qui a été chargé aussi d'une mission de collecter et de sauvegarder plutôt la partie cinématographique, et puis la Bibliothèque nationale de France, on le sait moins, mais qui a aussi une mission de sauvegarde, d'enregistrement sonore et d'image fixe. Et à côté de cela, on a, malgré la production, on va dire début 20e, en général, des documents audiovisuels, il y a effectivement eu un délai un peu plus long de prise de conscience de cette nécessité de sauvegarder, et c'est vraiment, en tous les cas, pour la recommandation UNESCO, on est autour des années 80, où on prend vraiment conscience de cette nécessité de cette préservation. Les années 80, c'est quand même assez récent, quoi. C'est assez récent, effectivement. Et à côté de cela, les collectivités territoriales et les associations prennent aussi le relais de plus en plus pour mettre en place des programmes de collecte, de numérisation et de valorisation. Et nous, c'est ce qu'on fait ici, en tous les cas, à Abbeville et avec le PNR depuis maintenant, sur l'audiovisuel depuis une dizaine d'années, mais le programme qui a pris un peu plus d'ampleur de collecte, c'est le programme qu'on a mis en place avec Archipop il y a 6-7 ans. À nos côtés également, nous retrouvons Laurent Lapeau, le directeur de Télébé de Somme, le média participatif de Picardie-Maritime. Laurent, vous collectez la parole des habitants des quartiers d'Abbeville depuis plus de 30 ans maintenant, c'est ça Depuis 89, c'est à cette époque, Télébé de Somme a ouvert ses portes, je dirais. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos missions ? Alors, nos missions, c'est d'abord de recueillir la parole, celle en l'occurrence des habitants, plus particulièrement des habitants vivant sur les quartiers prioritaires. C'est là où on a choisi d'exister, c'est là où on a choisi de conduire un travail plutôt dans la durée. Et c'est ce qu'on effectue, ce qu'on réalise depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Et donc à quoi ressemblait votre média hier et à quoi ressemble-t-il aujourd'hui ? Alors tout dépend si on parle de contenu ou de contenant. Parce qu'il y a quand même un élément fondamental, c'est l'évolution des technologies qui nous pousse peut-être à faire un travail différemment. Et puis, puisqu'au centre de notre rencontre, c'est la question des archives, cette question, elle est aussi préoccupante
en tout cas pour une association comme la nôtre, qui a emmagasiné des heures considérables de programmes et qui, dans le meilleur des cas, peut encore les visionner, et dans le pire des cas, ne peut plus faire grand-chose de ces contenus. Alors, en termes de contenant, il s'agit de faire quand même un travail, Eric le rappelait, quand même socio-ethno. C'est plutôt dans une perspective, on travaille plutôt dans une perspective de cinéma d'intervention sociale, parce que c'est aussi une force du cinéma. C'est pas simplement, même si aujourd'hui, en effet, on a évolué et on est dans des formes plutôt d'information rétrécie que sont le reportage, mais ça n'a pas toujours été le cas, et même parallèlement à ces formes de reportage, il y a quand même la question centrale qui est celle de réaliser des contenus sur du long terme, dans la durée, et plutôt des contenus qui ont une caractéristique de documentaire, donc qui inscrivent du temps et de l'histoire. Les formats que l'on a aujourd'hui, alors on pense toujours que ça va, enfin même encore aujourd'hui, on dit c'est du durable, elles sont numériques, ces formats sont numériques, ça se conserve, etc. Mais qui d'entre nous n'a pas eu ce problème d'avoir stocké sur disque dur des données en pensant pouvoir les conserver à vitam aeternam. J'ai peut-être aujourd'hui, je sais pas, 10-15 disques que je ne peux absolument plus ouvrir. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est quand même cette question de préservation, cette question de sauvegarder, demande des moyens économiques. On en parlait tout à l'heure. Et souvent, dans des structures comme les nôtres, c'est pas ça qu'on pense en premier. On pense à la production. On ne pense pas à la sauvegarde et à la préservation. Et ça nous, je sais pas comment dirais-je, ça nous revient comme un boomerang. C'est une perte d'une certaine richesse et d'un patrimoine, en tout cas ici local. Voilà. C'est vrai qu'Internet a révolutionné un peu les choses, hein, dans le monde aussi des archives. Vous êtes d'accord avec ça, Eric, Mathilde ? Indéniablement. C'est certain. C'est certain, non, mais du coup, pour poursuivre, effectivement, on accumule nos archives, que ce soit photos, personnellement, etc., dans des dossiers, et c'est pas forcément des choses qu'on sort non plus en tirage, par exemple. Et en fait, paradoxalement, les supports des années 20 traversent mieux le temps, si on parle vraiment de films pour le coup, que, par exemple, les supports magnétiques des années 80, 90, 2000 qui se démagnétisent. Donc voilà, c'est... Oui, aussi, du coup, je réponds pas vraiment à la question. C'est intéressant, oui, effectivement. Ouais. Alors, effectivement, Internet révolutionne évidemment nos pratiques, les supports. On a une évolution technologique des supports, des premières bobines de film aux bobines VHS que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, maintenant, cette notion de dématérialisation, alors évidemment, ça modifie parce que quand on parle de Internet, on voit quoi ? On voit un accès amplifié, démultiplié, mais on voit aussi pour le coup, des données qui doivent être numérisées. Et donc, toutes ces archives audiovisuelles qui sont sur des supports analogiques doivent d'abord passer par un processus de migration des données sur un nouveau support pour qu'ensuite on puisse les intégrer sur ce formidable outil qui est l'Internet, qui permet de démultiplier les accès auprès des citoyens, mais qui a son corollaire de mieux encadrer le processus technique de sauvegarde et d'archivage électronique, avec, pour le coup, une nécessité également d'avoir des entrepôts nationaux assez gigantesques pour pouvoir s'assurer de la pérennité des données. C'est une vraie question, le stockage de tous ces archives qu'on numérise, mais du coup qu'il faut stocker et qui prend de plus en plus de place aussi, donc ça pose aussi question de Exactement. comment bien les sauvegarder, quoi. Donc aujourd'hui, cette journée mondiale du patrimoine audiovisuel prend en compte aussi cette nécessité de d'abord s'attacher à préserver tout ce qui a été fait précédemment sur les différents supports, mais en même temps s'assurer d'un point de vue technologique de la capacité à pérenniser ces données-là, à les retrouver et puis à gérer les droits qui peuvent y être associés lorsqu'on les diffuse. Que ce soit les droits attachés
à l'auteur, à différents acteurs qui gravitent autour de ce monde de films, professionnels ou amateurs, et des institutions qui vont, à côté de cela, les diffuser. Et on peut retrouver parfois un même film déposé, versé dans 2 institutions différentes, parce qu'ils ont connu des processus historiques totalement parallèles. À propos d'Internet, sur le site internet de Télé Baie de Somme, on retrouve des archives audiovisuelles qui abordent différents sujets. Laurent Lapeau, à quoi peuvent servir ces images aujourd'hui, quand on les regarde ? Je pense qu'au-delà du bon souvenir, je dirais, du souvenir qu'elle rappelle à ceux qui ont été les acteurs de ces contenus, je pense que c'est un rapport, alors en tout cas, ici, pour ce qui nous concerne, nous, à une histoire, une évolution sociale, à une sociologie de quartier, à une époque où moi j'arrive, en 89, des quartiers quand même peu aménagés, vieillissant urbanistiquement, et quand même avec une population très, comment dirais-je, victime de déplacement. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ces quartiers ont été destinés à accueillir ici à Ville des populations venant travailler à la ville ou quittant la campagne pour avoir du confort. Donc, mais très vite, voilà, ça avec quand même ce que ça raconte quand même une organisation sociale à l'intérieur de quartiers. Je dirais qui repose sur de l'entraide, je parle de l'époque il y a 30 ans, de la solidarité, et puis de l'appartenance à une classe sociale. L'appartenance à une classe sociale, en l'occurrence défavorisée, mais se sentant appartenir et revendiquer le fait d'être dans cette condition sociale délicate, d'en être conscient et d'en témoigner. Et puis, il y a, donc forcément, face à cette... ça, c'est vraiment le travail qu'on s'est employé à faire sur presque 17 ans, c'est de faire que ces personnes, avec ces difficultés socialement défavorisées, puissent avoir accès à la parole et puissent être reconnues, d'avoir une parole légitime face à des décideurs, des élus, des techniciens qui, voilà, je dirais, ce n'était pas la préoccupation première d'écouter ces personnes. Je vais employer un mot un peu fort, vivant dans des zones de relégation sociale. C'est quand même ça. Donc enfermés et écartés. Donc le média, enfin en tout cas le travail de médiation au travers d'un média, ça a longtemps été et ça reste d'ailleurs aussi différemment, mais de donner et de faire remonter cette parole pour obtenir, je dirais, des réponses aux questionnements, en général, d'accéder à un meilleur, je dirais, un meilleur vivre, enfin de mieux vivre dans le quartier, mais pas simplement d'être reconnu et d'être écouté, quoi. Voilà, c'est ça. Ça, quand même, la contribution, elle est là, du travail fait sur des années. Et ça, quand je réécoute, quand il m'arrive de renumériser, puisque c'est comme ça qu'on dit dans notre jargon, de renumériser des choses, parce que des fois les choses sont numérisées, mais il faut les renumériser néanmoins. Alors j'ai peu de recul quand même, il y a peu de recul, mais on sent quand même une évolution et on sent ces aspects-là que je viens de décrire de façon très... Ça arrive tout de suite au premier plan. On ne peut pas négliger cette revendication de classe sociale. Et justement, quand on écoute certaines archives, on se rend compte aussi que certaines préoccupations n'ont pas changé, en fait. Oui, n'ont pas changé, ou en tout cas les préoccupations fortes de bien vivre dans son quartier, de vivre dans des logements entretenus, avec du confort, etc. Ça reste une préoccupation. Je dis souvent ici, dans notre secteur géographique, on ne vit pas dehors, on vit dedans. Et dedans, c'est hyper important pour les gens. Voilà. Et puis c'est aussi de se sentir sécurisé, de se savoir sécurisé. Au moins, maintenant du logement collectif, c'est hyper important pour les gens.
La transition est parfaite. Vous avez tenu à nous présenter des archives audiovisuelles qui témoignent du passé des Abbvillois. Nous pouvons par exemple écouter un extrait d'un débat autour du logement diffusé sur TV200 en 2001. Et au niveau des charges, s'il y a des charges qui sont prises au niveau des caves, il n'y a pas lieu que j'en paye, donc aussi. Et puis au niveau de l'interphonie, ça ne marche pas depuis quelques années, 2-3 ans. Dans notre palier et dans bien d'autres paliers du quartier. Donc tout ça ajouté au nombre de personnes, de locataires, je pense qu'avec la somme qu'on aurait récoltée, on aurait certainement pu faire réparer. Alors donc je voudrais qu'il m'éclaircisse un peu, qu'il me détaille un peu ce pourquoi j'ai ces charges. Alors, c'est mathématique là, hein. Donc là normalement c'est imparable la réponse. Allons-y, je vous écoute. Qui prend la parole ? Je vais passer la parole tout de suite à Monsieur Milan, D'accord. puisque c'est lui qui a suivi tout cela. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que si nous pouvons ce soir dialoguer avec les habitants, grâce à votre concours et au concours de TV200, c'est grâce à l'investissement. On est bien d'accord. On en est bien d'accord. Mais cet investissement, encore faut-il aussi l'exploiter. Donc il y a des charges d'exploitation. Vous êtes bien d'accord. Bon. Donc c'est un peu le résumé de tout cela. Il y a par investissement et par exploitation. Maintenance. Ce que va vous expliquer Monsieur Milan mieux que moi. Bon, alors pour la télé, vous payez 10 francs 70, disons que c'est suite à l'investissement qu'on a fait pour remettre en état les réseaux de télévision l'année dernière. Alors c'est un extrait d'émission, parce que pendant longtemps c'est ce qu'on a conduit, des émissions qui se déroulaient dans le quartier, dans les immeubles. On parlait de télé d'immeubles, hein, donc c'est quand même ça qui caractérisait le travail. Et dans ces émissions, on faisait venir les décideurs qui étaient interpellés de deux façons par les habitants, soit par le téléphone, donc les gens appelaient directement pendant l'émission, parce que c'était des émissions directes, c'était la condition sine qua non, ou avant les émissions, on allait chez les gens recueillir la parole. À cette époque-là, comme j'en faisais part il n'y a pas si longtemps, les gens nous appelaient aussi, nous sollicitaient, ils avaient compris le principe et nous sollicitaient pour qu'on puisse aller les filmer chez eux. Aujourd'hui c'est le contraire, mais enfin, voilà, il y avait cette demande forte d'aller chez les habitants. Et donc on réunissait les décideurs, et l'idée c'était, le travail, c'est pas l'idée, le travail c'était de faire en sorte que chacun puisse s'écouter et trouver une solution à la problématique. Je ne vais pas trop rentrer dans ce qui est en jeu, parce que c'est une mise en abîme de qui on était, de la télé, et les personnes qui prennent la parole dans cet extrait, dans cette archive, on peut la considérer comme une archive, c'est à la fois le directeur à l'époque de l'office d'HLM d'Abbeville, qui s'appelait l'ODA, l'office d'HLM Abbvillois, et le tout premier témoin, c'était un habitant qui résidait, si mes souvenirs sont bons, sur le quartier des Bouleaux-Platanes, voilà, qui avait directement sollicité notre concours, puisqu'il n'arrivait pas à avoir d'audience, en l'occurrence pour ce problème-là, à l'office d'HLM. Voilà. Donc c'est une archive qu'on peut retrouver en effet sur le site, sur le média en ligne, TDB de Somme, qu'on retrouve sur le web, dans la catégorie archives. Au travers de votre travail aussi, la place des habitants, vous collectez la parole des Abbvillois depuis 2016, c'est ça ? Oui, alors peut-être, oui, alors on est dans un... je ne sais pas si... en tout cas, la question de garder trace, elle est préoccupante, elle devient préoccupante, parce qu'au finalement, au fil du temps, du travail, on prend cet aspect-là en considération. Et il s'avère qu'Abbeville, en tout cas un des quartiers sensibles d'Abbeville, fait l'objet d'une rénovation urbaine, d'une rénovation, il ne faut pas dire, je le dis dans le bon sens, d'une rénovation sociale et urbaine, qui a débuté en 2015-2016, qui est toujours en cours, et qui, dans le meilleur des cas, se terminera en 2026, voire 2027. Sur ce long laps de temps, il s'agit de poser un travail, plutôt un travail de documentariste, on dira, de documenter l'histoire au travers de la parole des habitants, et de voir comment cette transformation urbaine, urbanistique, impacte socialement les habitants et le quartier dans lequel
ils vivent. La question derrière, la question qui est derrière celle-ci, c'est de savoir si cette rénovation favorisera, ce que je disais précédemment, un meilleur, que les habitants vivent mieux dans leur quartier, et surtout que cette question de l'isolement soit repoussée, parce que c'est quand même ça aujourd'hui qui est, je dirais, une difficulté récurrente de l'isolement des habitants dans leur propre quartier. Donc l'enjeu actuellement d'une rénovation, pour citer le quartier, celui du Soleil Levant, c'est de faire en sorte que ce quartier soit un quartier traversant pour les habitants, les résidents, pour les habitants et résidents en premier lieu. Donc c'est ce travail-là qu'on suit. Alors comment ? En réalisant tous les 4-5 ans un documentaire qui retrace l'évolution de ces transformations, et on espère comme ça obtenir un triptyque qui permettra de retracer sur à peu près une quinzaine d'années l'évolution d'un quartier et de ses habitants. Voilà, c'est le challenge. On peut peut-être écouter un extrait justement de la place des habitants. 30 ans que je suis là, il n'y a eu qu'un coup de peinture sur la façade. Il n'y a pas eu plus, à part les fenêtres, mais autrement, il y a eu ça. On fait beaucoup ailleurs, mais on ne fait pas beaucoup ici. Moi, je trouve que 30 ans, un coup de peinture, c'est vraiment large. Non, puis les portes, ça va pas, tout le monde donne des coups de pied dedans. Il faudrait des portes qui s'ouvrent. Dans l'autre sens, si on pouvait y réfléchir dans la réhabilitation, de faire des portes pour éviter ce problème, Enfin, un peu dedans, ça s'ouvre comme ça. Voilà, non, mais après, il y aura peut-être d'autres systèmes, d'être dans l'ouverture, peut-être, je sais pas. Merci à vous trois d'avoir répondu à toutes ces questions. Notre émission présentée à l'occasion de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel de l'UNESCO se poursuit avec Alain Soyer et Maurice Testu. Nos deux invités ont confié leurs archives audiovisuelles personnelles à Archipop. Ils nous diront ce qui les a motivés à effectuer cette démarche. Restez avec nous. Télébé de Somme est toujours chez son partenaire aux archives municipales d'Abbeville. Notre émission de radio se poursuit avec Alain Soyer et Maurice Testu. Ces deux Picards ont confié leurs archives audiovisuelles personnelles à Archipop. Bonjour à vous deux. Bonjour. Maurice, Alain, comment avez-vous entendu parler d'Archipop tout simplement ? Alors moi, c'est en fêtant les 30 ans de ma fille, d'une de mes filles. Il y avait une représentante d'Archipop au sein de cet anniversaire. Puisque avant de revenir sur Abbeville, j'ai travaillé à Paris et je logeais dans l'Oise. Et donc c'est comme ça que j'ai connu Archipop. Et donc cette jeune fille m'a dit est-ce que ça vous intéresserait Elle a vu que j'avais énormément d'archives audiovisuelles à la maison, dans l'ordinateur. Est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec nous pour valoriser ces documents, en sauver un maximum et puis les diffuser ? Moi, je pense que c'est sur le Courrier Picard. Je crois qu'il y a dû y avoir une annonce de mémoire. Hein. Et puis, je me suis renseigné. Et puis, comme j'avais des films à titre personnel, et puis des films aussi de l'association, puisque je fais partie je suis trésorier des anciens élèves du lycée d'Abbeville. Et à l'époque, il y avait deux amicales. Si vous voulez, il y avait l'amicale du technique et l'amicale du lycée, qui ont fusionné il y a quelques années. Mais à l'époque, l'amicale du technique faisait beaucoup de rallyes, vélos, rallyes touristiques, des chars pour les fêtes et tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de les donner pour qu'il reste quelque chose. Vous aviez donc déjà conscience que c'est important de préserver ces archives audiovisuelles privées ? Oui, parce que déjà les films se dégradent, donc c'est très important qu'il reste une trace de cette époque. Hein. Nous, c'est surtout dans les années 70, 80 à peu près. Et donc, en plus, ça permettait quand même d'avoir une trace pour nous. Parce qu'avoir un projecteur pour passer ces films-là, c'est pas évident non plus. En plus, les faire numériser, ça a un coût. Là, c'était quand même gratuit. Donc, c'est quand même intéressant. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai franchi le pas. Et vous, Maurice ? Moi, la sauvegarde des archives audiovisuelles a commencé par les photographies. Ça remonte à mes années lycée. J'ai commencé à faire de la photo, j'avais 13 ans.
Et il y avait un club photo au lycée qui était animé par un prof d'histoire géo qui était un type assez génial. Et ce prof m'avait dit, vous savez, c'est très important de... Alors évidemment, on sortait les négatifs pour les développer, pour faire des tirages. Il m'avait dit, c'est très important de soigner les négatifs, parce que dans le temps, les négatifs se conserveront si vous les soignez. Par contre, les tirages photographiques, ils vieilliront, ils saliront, et puis vous perdrez tout. Et donc, dès l'âge de 13 ans, je me suis dit, c'est important. Donc déjà, j'ai commencé par sauver les négatifs. Et j'ai tous les négatifs depuis que je fais de la photo. J'ai commencé précisément à 12 ans, et j'ai tous mes négatifs, quoi. J'ai rien perdu. Et alors après, j'ai commencé à faire du Super 8. Et le Super 8, comme on le disait, très compliqué à mettre en œuvre, puisqu'il fallait un projecteur. Donc entre le moment où j'ai eu ma caméra Super 8 et puis le moment où j'ai eu le premier projecteur, il s'est déjà passé 5 ans, puisqu'il fallait avoir les moyens de se le payer. Il fallait travailler l'été. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que lorsqu'on utilisait un projecteur cinéma, on finit par rayer à chaque passage, on provoque des rayures, soit parce qu'il y a de la poussière, soit parce que le projecteur lui-même détériore dans le passe-film, là, détériore la pellicule. Et là, je me suis dit, je vais laisser de côté les films Super 8, je ne vais plus y toucher. Et comme je voyais la vidéo qui commençait à arriver, je me suis dit, à un moment donné, on arrivera déjà à les sauvegarder au moins sous forme magnétique, ce que j'ai fait au cours des années 80. Et puis après, à la fin des années 80, j'ai vu arriver les supports numériques, les premiers ordinateurs qui faisaient de la photo numérique. Évidemment, un ordinateur, ça coûtait 500 000 euros. Enfin, c'était des prix exorbitants. C'était pas du tout accessible au commun des mortels. Et là, moi qui n'étais pas du tout féru d'informatique, je me suis dit, je voudrais bien me mettre à l'informatique le jour où il y aura un ordinateur grand public qui me permettra de numériser tous ces documents. Voilà un peu mon schéma, quoi. Après, il y avait la question des moyens de numérisation. C'est sûr que pour numériser un film correctement, quand on est amateur, c'est quand même assez sportif, quoi. Il faut filmer l'écran, alors qu'aujourd'hui, il y a des scanners à négatif, quoi. Il y a des scanners à film, image par image. Et donc pour moi, Archipop, c'était une super opportunité, parce qu'il y avait deux volontés, sauvegarder, comme on disait, sauvegarder pour sauvegarder, ça signifie absolument rien. On ne va pas crever. On n'a jamais vu une bibliothèque audiovisuelle suivre un corbillard, hein. Ça ne sert à rien. Et donc l'idée, c'était qu'il y ait de la diffusion. Et c'est ce que proposait Archipop. Et en fait, c'est tout ce qui m'intéressait. Pourquoi, tout simplement, est-ce que vous pouvez parler des vidéos que vous avez confiées à Archipop, Alain ? Moi, au niveau personnel, c'est surtout... il y a un film surtout qui est intéressant, c'était La Fête des écoles, qui se passait tous les ans au stade Paul Lely. Enfin, je crois que c'était tous les ans, parce que j'étais assez jeune. Et il y avait des milliers de personnes qui remplissaient le stade. Et vous aviez il y avait des figures qui étaient... Mais avec un monsieur qui était sur une estrade qui s'appelait Monsieur Crimon, qui était maître nageur à la piscine d'Abbeville, à l'époque où j'y allais, où c'était 15 centimes de francs pour l'entrée. Donc il s'occupait un peu il faisait même la gymnastique, je crois, de mémoire dans les écoles. Et donc c'était le monsieur qui donnait le tempo des gens qui étaient des jeunes qui étaient sur le stade et qui faisaient des mouvements, enfin des figures. Et donc ça, c'est très intéressant de revoir ça quelques années après, quoi, dans les années 60, 70, je crois. Enfin, les années 50. Et c'est les années 50. une figure villoise qui a travaillé longtemps, Claude Clabot, Eric doit le connaître, il a travaillé longtemps à la mairie de service technique. Il m'a rapporté qu'à l'époque, ça ne se faisait pas au stade, ça se faisait à la porte du bois, c'est-à-dire devant la piscine. Donc il m'a dit ça, que c'était à l'époque sur cette esplanade là, qui faisait la fête des écoles. Donc ça, c'est à titre personnel. Après, au niveau de l'association, ce qui est intéressant, c'est les films sur les rallyes touristiques, parce que quand on voit comment étaient faits ces rallyes-là, il y avait, je ne sais plus, 20, 30 véhicules qui étaient décorés. Donc ils avaient déjà au départ ils étaient notés, quoi, sur la façon... Et je crois me rappeler qu'il y avait un thème à chaque fois, ou les Jeux Olympiques, ou Walt Disney, enfin... Et donc après, on déambulait dans les communes
environnantes où il y avait des questions, des énigmes. Il fallait répondre à chaque fois pour pouvoir aller à la commune suivante avec des jeux. D'ailleurs, on le voit sur les vidéos que je vous ai transmises. Des jeux, s'il y avait encore des questions sur la commune. Voilà. Et c'était très convivial. Et vous, Maurice, vos images, c'est autour des chemins de fer de la baie de Somme, c'est ça? Alors, il y a tout. Il y a d'abord les trains, au sens large, puisque avant de participer à la création du chemin de fer touristique, je m'intéressais déjà au train. Je m'intéressais au train à l'âge de 5 ans. Me demandez pas pourquoi, c'était comme ça. Mon père était boucher, donc et il était passionné de voitures. Donc je me suis passionné au train, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'images et de vidéos, enfin de films Super 8 qui ont été faits dans le secteur de Creil, parce que j'avais un oncle qui était cheminot à Creil, et c'est lui qui m'a vraiment ouvert au monde du chemin de fer, au monde ferroviaire, et c'est par lui que cette passion a été vraiment ancrée en moi. Et à partir de là, c'était indéboulonnable. Et donc, j'ai d'abord fait des photos de train avant de m'intéresser au chemin de fer des Baies de Somme. Et quand le chemin de fer des Baies de Somme a été créé, je me suis dit quand même que c'était une aventure qui s'annonçait assez difficile, assez singulière. Je me suis dit, on va filmer, parce que soit on pleurera devant ces images dans 40 ans, parce qu'on aura essayé, on n'aura pas plu, soit on regardera ça avec un peu de condescendance en se disant on revient de loin. Voilà, donc c'est un peu, Dieu merci, c'est la deuxième chose qui s'est produite. Mais c'est vrai que ces images, elles sont fondamentales pour l'histoire de l'association quand même. Le directeur des archives municipales de la ville d'Abbeville est toujours avec nous. Pourquoi est-ce que ces images, selon vous, sont importantes? Elles sont importantes, comme viennent de l'indiquer les deux déposants, les deux propriétaires. D'une part, on s'intéresse au filmeur. Qu'est-ce qui l'a motivé à filmer, quel était le format. On peut découvrir en même temps des informations d'un point de vue géographique, si on prend l'histoire du rallye et la découverte des communes, ce qui va nous amener à redécouvrir un petit peu les activités ludiques de cette période-là, le type de divertissement qui préoccupait ces générations. L'évolution des communes également, qu'elles soient d'un point de vue architectural, urbanistique, paysagère. Donc en cela, on a aussi des informations de sources premières. Et puis, s'agissant de l'histoire des chemins de fer, alors les chemins de fer sont une histoire en soi, à l'échelon national. Et puis, à l'échelon local, on s'aperçoit aussi quel a été le destin de cette association du chemin de fer de la baie de Somme. Et ce chemin de fer de la baie de Somme, aujourd'hui, effectivement, est une locomotive, si je peux dire, de l'attractivité touristique, qui contribue très largement au divertissement, à faire venir des touristes, mais également les habitants, à découvrir toute la baie de Somme, et puis à maintenir une activité et un savoir-faire autour du chemin de fer, de la locomotive. Et puis ça a amené aussi les pouvoirs publics à participer et à contribuer, mais là, M. Testu pourra peut-être le souligner, à contribuer aussi à l'aménagement du chemin de fer, de la voie ferrée, et puis de cet aménagement de la côte Picarde aujourd'hui. Et effectivement, d'un point de vue historique, sociologique, archivistique ou sur les archives audiovisuelles, ce sont des éléments et des facteurs extrêmement importants. On touche là l'histoire des individus, notre mémoire collective. Et c'est en cela que les archives audiovisuelles sont extrêmement importantes, c'est que ça touche tout le monde. Et donc, la mise en place par les pouvoirs publics et les associations et les professionnels autour des archives audiovisuelles sont extrêmement importantes et à souligner, parce que des moyens financiers, que ce soit par la ville d'Abbeville, par le parc naturel régional, mais également par l'État, qui contribue aussi avec l'association Archipop et avec les collectivités territoriales, à contribuer à aider à la numérisation de ces supports qui ont, effectivement, on le rappelait, un coût économique qui n'est pas négligeable. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un ensemble d'acteurs et les individus
s'en sont vite aperçus que c'est extrêmement intéressant de préserver ces histoires individuelles ou collectives et surtout de les diffuser. Il n'y a que ça qui est intéressant en réalité. C'est de perpétuer et de nous faire réfléchir et de rebondir sur comment c'était avant pour se projeter sur l'avenir. Est-ce que vous avez eu des craintes quand vous avez confié vos archives à Archipop, parce qu'on touche quand même à l'intime, c'est des images qu'on a réalisées Moi non. Au niveau de l'association, rien d'intime, je veux dire les rallyes, tout ça. Au niveau de la famille, il n'y a rien de... Non, je trouve que c'est bien de faire voir un peu comment... J'ai donné un film une fois où il y avait Max Jeune avec mon père devant qui était brigadier de police et qui était devant le cortège, quoi. Et puis il y a Chavarot, l'ancien sous-préfet, enfin tout. Donc c'est quand même très intéressant de revoir ça, quoi. C'est vrai, à cette époque-là, c'était sur la place Clémenceau, là, justement. Effectivement, ces films qui ont été confiés permettent de resituer également l'histoire municipale. Là, on évoque l'inauguration de la place de l'Hôtel de Ville en 1960. Alors oui, on a des documents écrits, oui, on a quelques photos ou des articles de presse, mais c'est aussi une documentation historique extrêmement importante que d'avoir des films qui viennent témoigner de ces événements, qu'ils soient publics, et là, ça ne pose manifestement pas de difficulté à qui que ce soit. Maintenant, j'imagine que parfois, il y a des sélections qui sont à opérer avec l'association Archipop et puis certains déposants, lorsqu'on va rentrer dans la sphère de l'intime ou des histoires individuelles qui peuvent ne pas rentrer en ligne de compte dans le processus de numérisation. Mais ça, c'est justement l'objet des interviews, des rencontres avec les déposants ou les propriétaires pour convenir de ce qu'il sera numérisé et de ce qui ne sera pas numérisé dans le cadre de nos accords. Effectivement, quand on sélectionne les films avec Archipop, on a quand même affaire à des gens qui connaissent leur sujet et qui ils voient très bien ce qui est susceptible d'être diffusé ou pas, quoi. Donc moi, il n'y a pas de doute, quoi. Parce que s'il avait fallu que je donne tout, en fait, on a visionné pas mal de rush, ou d'extraits de cassettes et tout ça. Je les ai orientés en disant sur cette cassette-là, j'ai ci, sur cette cassette-là, j'ai ça, sur tel film, il y a ci, il y a ça. Et en fait, grosso modo, ça va relativement vite parce qu'ils savent faire, quoi. Quel effet ça fait quand on voit ces vieilles images numérisées, ces archives numérisées ? Je trouve qu'on est fiers, enfin, même si c'est pas moi qui les ai filmés, c'était Robert Lyon pour l'Amicale du Technique, parce que j'étais nettement plus jeune, mais on est content, on est fiers, en plus de faire voir un peu ce que, si je prends les fêtes d'Abbeville où il y avait toujours un char qui était fait par l'Amicale du Technique, c'était des gens qui quand même savaient travailler des mains, quoi. Je veux dire, il y avait des profs du technique, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait Claude Clabaud qui était à la mairie, il y avait Jean Roussel qui dirigeait l'établissement Biquet, c'était une grande maison de quincaillerie, enfin d'outils et tout ça, qui était à la place avant le Crédit Agricole. Et donc, c'était des gens qui savaient faire, quoi. Donc c'est bien, un char, c'est quand même pas commun de mettre ça en place, hein. Maintenant, j'ai un doute, je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait refaire un char, je ne sais pas. Je suis un peu dans le doute là. Mais bon, donc c'était une autre époque où on savait faire les choses et puis on n'hésitait pas à donner un coup de main, quoi. Bon, il n'y avait pas la télé comme maintenant, alors peut-être qu'on avait plus de temps, je ne sais pas. Enfin, non, moi je suis fier de ce que j'ai proposé, enfin des films que j'ai déposés, c'est bien. Content. Alors moi je suis content du travail qui a été réalisé et puis de l'exploitation qui en est faite parce que j'ai eu l'occasion de voir des extraits d'images que j'avais faites sur des documentaires de France 3 ou de Arte, je ne sais plus si c'était Arte. Donc notamment là où une chose dont je suis vraiment le plus fier, enfin le plus heureux, c'est un documentaire sur Robert Badinter, quand il était prof de droit à la fac d'Amiens. Moi j'étais à la fac d'Amiens à l'époque, et j'allais à la fin de ses cours de droit rien que pour voir le personnage. Parce que il était extraordinaire ce type. Et donc, pour illustrer ses allers-retours Paris-Amiens, il a fait ça, et en plus, il a fait ça juste après une déconvenue judiciaire où il avait perdu le procès qui avait abouti à la condamnation à mort de
type. Et il avait besoin de décompresser, donc il faisait des allers-retours Paris-Amiens pour enseigner le droit. Et il y a des bouts d'images que j'ai faites à bord des trains qui ont été prises pour illustrer ces voyages. Et franchement, là, quand j'ai vu ça à la télé, je me suis dit quand même ça valait le coup de le faire. Bravo. Eric ? Idéalement, 2 belles illustrations de ces films, en fait, ou quelques secondes des films. Effectivement, ça peut servir pour illustrer parfois des documentaires, d'autres émissions. Ça contribue également, on s'en sert pour valoriser dans le cadre de manifestations, d'événements, d'expositions que nous organisons aussi ici au sein de la ville et de notre institution, en partenariat avec le parc naturel régional Baie de Somme Picardie-Maritime. Tout cela contribue à redonner du sens, à remettre en exergue ces images qui ont été tournées il y a quelques années. Et aujourd'hui, on a plusieurs supports qui permettent de les visualiser. On évoquait tout à l'heure la plateforme de Télé Baie de Somme, télébaie-de-somme.fr. On évoque également la plateforme d'Archipop. Et puis, pour les archives municipales, on a ouvert un nouveau portail numérique cette année qui permet d'avoir accès aux archives papier, iconographiques, photos, et là, audiovisuel. Donc c'est patrimoine.abbeville.fr où on a accès à un ensemble de documents, de données, et tout cela contribue ainsi à l'accessibilité de l'ensemble des citoyens, qu'on puisse, qu'on soit empêché géographiquement parlant de venir sur place pour les consulter. C'est un autre moyen de pouvoir consulter ces archives audiovisuelles. Et là, sans dévoiler quoi que ce soit de particulier, que ce soit avec Archipop ou avec Télé Baie de Somme, on va agréger ces données, ces archives audiovisuelles, pour qu'on puisse aussi les retrouver sur le portail patrimoine.abbeville.fr, et notamment les films qui ont été collectés sur la Picardie maritime, et offrir ainsi un accès unifié à un ensemble de données de plus en plus important. On a hâte de découvrir tout ça. C'est comme si c'était fait dès demain matin. Merci Eric Beriaï, merci également à Alain Soyer et Maurice Testu d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de cette émission de radio organisée à l'occasion de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel de l'UNESCO. Nous remercions également les archives municipales de la ville d'Abbeville pour leur accueil. J'en profite également pour remercier Damien Fontaine qui a réalisé cette émission. Bonne journée à toutes et à tous.